Nous étions en l'an 524 avant Jésus-Christ. Dans les salles résonnantes de la cour achéménide, au milieu des fumées d'encens et de l'éclat froid du lapis-lazuli et de l'or, une rumeur prit racine, si infâme qu'elle menaçait l'héritage d'un empire. Cambyse II, fils de Cyrus le Grand, conquérant de l'Égypte, aurait commis l'impensable, non seulement défier la coutume, mais profaner la lignée elle-même en prenant sa propre fille pour épouse. Était-ce folie, stratégie ou calomnie instrumentalisée par des prêtres et des rivaux? Les chroniques qui suivent sont aussi venimeuses que contradictoires. Mi-histoire, mi-récit d'horreur. Mais derrière l'accusation d'inceste se cache le portrait d'un pouvoir absolu qui s'effrite sur les bords. Préparez-vous à entrer dans un monde où le sang royal était à la fois divin et dangereusement impur. Lorsque Cyrus le Grand tomba au combat en 530 avant Jésus-Christ, abattu lors d'une campagne contre les Massagètes à la lisière orientale de l'Empire, son fils aîné Cambyse II hérita non seulement d'un trône mais aussi d'un héritage impossible. Un empire s'étendant de la mer Égée à l'Indus, bâti non seulement par la conquête mais aussi par la vision, la loi et la tolérance. Cambyse, élevé dans l'ombre de la divinité de son père, n'était pas un novice. Éduqué au rite de la royauté, formé à la discipline militaire et chargé de gouvernorat clé avant même la mort de son père, il commença son règne avec le sang-froid calculé d'un stratège. La cour royale de Pasargade bruissait à la fois d'anticipation et de malaise, alors que le jeune roi signalait son intention d'achever le rêve de son père de soumettre l'Égypte, la dernière grande puissance hors du contrôle achéménide. Cambyse ne se précipita pas. Au lieu de cela, il passa des années à sécuriser son front occidental, à consolider les loyautés parmi les satrapes et à rassembler non seulement une vaste armée, mais aussi un réseau logistique s'étendant à travers les sables du désert. Des dépôts de céréales furent préparés, des outres d'eau stockées, des traités conclus avec les tribus arabes pour sécuriser les convois de chameaux, chaque acte un écho du génie de son père. Et pourtant, à l'approche de la campagne d'Égypte, une ombre commença à se mouvoir derrière ses yeux. Des tablettes babyloniennes contemporaines, laconiques et bureaucratiques, rapportent des purges soudaines de fonctionnaires de la cour, des absences inexpliquées de nobles autrefois éminents et le silence abrupt de toute dissidence. Là où Cyrus avait régné avec un mélange de majesté et de miséricorde, Cambyse se mit à courtiser la peur. Des récits rapportés plus tard par Hérodote décrivent le roi ordonnant qu'un juge soit écorché vif pour corruption juste en apparence, mais grotesque et théâtral dans son exécution. Lors de banquets autrefois honorés par des érudits et des émissaires, des soldats endurcis et des prêtres silencieux prenaient désormais le pas. Les protocoles qui ancraient autrefois la royauté perse rituelle de bienséance, rôle sacré des mages, obligation saisonnière envers Ahura Mazda, étaient observés avec une indifférence glaçante ou déformée en instrument de sa volonté personnelle. Cambyse, chuchotaient certains, ne s'inclinait plus devant les dieux comme son père l'avait fait, mais devant l'autel sinistre de sa propre ambition. Sa mère Cassandane, aimée de la cour et profondément pleurée par Cyrus, avait autrefois agi comme une force modératrice. Son absence semblait désormais une plaie béante sur la conscience royale. Et ainsi l'image de Cambyse se durcit. Un fils prêt à éclipser son père en gloire, mais déjà en train de s'effriter sur les bords. Derrière les mouvements précis de la préparation militaire se cachait le scintillement de quelque chose de plus sombre, la paranoïa déguisée en stratégie, la cruauté confondue avec la force. Il ne marcherait pas simplement pour conquérir l'Égypte, mais pour éteindre le dernier miroir dans lequel il pourrait voir le reflet de son père le regarder en retour. Et dans cet acte d'oblitération, les germes de l'autodestruction étaient semés, silencieusement et méticuleusement. Le soleil brûlait l'horizon du désert tandis que Cambyse traversait le Sinaï avec une armée forte de dizaines de milliers d'hommes, le bronze scintillant sur les casques et la poussière s'élevant en d'épais panaches derrière les colonnes de chevaux, d'archers et de chars. Ce n'était pas une invasion aveugle. C'était un châtiment divin. Dans des proclamations portées en avant jusqu'aux villes et temples égyptiens, Cambyse se déclarait non pas un conquérant, mais un héritier légitime de l'héritage pharaonique, le fils de Nitétis, la princesse égyptienne offerte du moins le prétendait-on par le pharaon Amasis, pour sceller l'alliance entre la Perse et l'Égypte. Mais la vérité, telle que Cambyse la racontait, s'était envenimée jusqu'à l'outrage. Amasis n'avait pas envoyé sa propre fille,
mais la fille du pharaon déchu Apriès, une jeune fille de sang noble, mais sans légitimité royale, un pion présenté comme une parente. Cambyse, déjà un homme peu tolérant à l'insulte, s'empara de cette tromperie comme d'un prétexte sacré. Sa colère n'était plus stratégique, elle était mythique, justifiée par une trahison divine. La campagne qui suivit fut rapide et brutale. Les ingénieurs perses jetèrent des ponts de bateaux et de troncs de palmiers sur les bras orientaux du Nil. La marine, renforcée par des alliés phéniciens, coupa les lignes de ravitaillement égyptiennes depuis la Méditerranée. Lors de la bataille de Péluse, Cambyse déploya une tactique à la fois ingénieuse et effroyable. Des animaux sacrés chats, ibis et chiens furent poussés devant les premières lignes, exploitant les tabous religieux des Égyptiens et forçant l'hésitation dans leurs rangs. Les défenseurs fléchirent. Péluse tomba, puis Memphis, le pharaon Psamétique III, jeune successeur d'Amasis, fut capturé vivant et forcé d'assister à l'humiliation de sa cour. Des statues de Thoth et de Ra furent profanées, des prêtres furent dévêtus et exhibés. Le taureau sacré Apis, un dieu vivant pour le peuple, fut retrouvé mort peu après, et bien que les récits divergent sur le fait que Cambyse l'ait tué par mépris ou qu'il soit mort de cause naturelle, l'effet fut le même, l'ordre divin avait été brisé. Cambyse entra dans les temples non pas comme un adorateur mais comme un juge. Il dépouilla les autels, saisit l'or et se moqua des rituels avec une indifférence d'étranger. Pourtant, dans ses actions, quelque chose changea non seulement en Égypte, mais en Cambyse lui-même. Le pouvoir ne le satisfaisait plus. Il avait besoin de soumission non seulement des corps, mais des croyances. Ses proclamations commencèrent à passer de décrets royaux à des déclarations théologiques. Il n'était pas simplement le roi des rois. Il était Horus incarné, le Dieu-Fils revenu, la vengeance sous forme humaine. Son regard devint plus froid, ses décisions plus erratiques. Des captifs égyptiens le décrivirent fixant le feu pendant des heures, donnant des ordres contradictoires, riant des mutilations, puis pleurant sans raison. Ce qui avait commencé comme une guerre de rétribution se dissolvait en une performance, un théâtre de la profanation. Même ses généraux, des hommes endurcis par les campagnes de Cyrus, commencèrent à murmurer en secret. Ce n'était pas le Cambyse qu'ils avaient suivi à travers déserts et rivières. L'Égypte était tombée, oui, mais elle avait emporté quelque chose avec elle, un reste de retenue, un écho de la main mesurée de Cyrus. Cambyse avait brisé le monde d'un autre dieu roi, seulement pour le remplacer par un miroir de sa propre divinité en décomposition. Et dans ce miroir, le sang et la gloire se reflétaient désormais avec une clarté égale. Dans les sanctuaires profonds de Memphis, où l'encens pesait lourdement et où les colonnes de pierre résonnaient des chants des prêtres, le taureau Apis n'était pas simplement un animal, mais un dieu vivant, l'incarnation de Ptah, symbole de la fertilité divine et du cycle éternel. Sa découverte était un événement sacré et son soin un devoir solennel qui s'étendait sur des générations. Quand la nouvelle parvint à Cambyse qu'un nouveau taureau Apis était né et cérémonieusement installé, le roi n'arriva pas avec des offrandes ou des hommages. Au lieu de cela, il prit d'assaut le temple, flanqué de lanciers et de scribes, exigeant de voir la créature de ses propres yeux. Hérodote prétend qu'il entra le mépris gravé sur son visage, rejetant les chants comme de la superstition et les prêtres comme des menteurs. Quand ils dévoilèrent le taureau à la peau noire, aux marques blanches, couronné de guirlandes cérémonielles, Cambyse serait entré dans une rage folle, accusant les prêtres de se moquer de lui, insistant sur le fait qu'aucun dieu ne pouvait saigner, qu'aucune divinité ne pouvait beugler comme du bétail. Ce qui se passa ensuite se fracture en de multiples récits, tous sombres. Certains disent que Cambyse poignarda le taureau au flanc avec sa propre dague, déclarant sa mort comme un massacre symbolique du mensonge égyptien. D'autres affirment qu'il ordonna qu'on le batte à mort devant le sacerdoce horrifié, laissant la bête sacrée mourir lentement dans son enclos, haletant au milieu des tuiles brisées et du sang. Quelle que soit la version, le résultat est le même. Le taureau Apis périt, et avec lui, toute illusion que Cambyse était venu en souverain respectueux. La réaction fut immédiate et viscérale. Les rites de deuil furent profanés, les prêtres emprisonnés ou exécutés, et les temples scellés par des gardes perses. Dans le cœur du peuple égyptien, Cambyse cessa d'être un roi pour devenir un monstre, un profanateur non seulement de tombes et d'autels, mais du divin lui-même. Même parmi ses propres hommes, cet acte suscita un malaise.
Les Perses avaient longtemps toléré les dieux des terres conquises, les vénérant même comme des aspects de la vérité d'Ahura Mazda, mais ceci, c'était une profanation par le feu et la lame. Les chroniqueurs grecs, désireux de dépeindre Cambyse comme une fable édifiante sur l'excès oriental, s'emparèrent de l'événement. Entre leurs mains, l'histoire du taureau devint non seulement une anecdote mais un présage, le moment où Cambyse passa de l'ambition à la folie. Ils décrivent ses yeux hagards de manie, son discours erratique, son rire résonnant dans les couloirs du temple comme une malédiction. Que l'incident se soit déroulé précisément comme raconté ou qu'il ait été plus tard exagéré par des ennemis et des prêtres exilés, il s'est gravé dans la psyché de l'Empire. Cambyse était désormais profane, non seulement politiquement mais cosmiquement, le tueur d'un dieu, le moqueur de la mort et de la divinité. Sur les murs froids et peints de Memphis et de Thèbes, des graffitis gravés dans la pierre porteraient son nom à côté de malédiction, son image défigurée par le ciseau et le feu, et bien que la mort du taureau Apis n'ait pu être servie aucun but militaire, elle marqua le véritable début de quelque chose de tout à fait différent. La décomposition d'un homme autrefois né pour régner, maintenant gouverné par quelque chose de bien plus sombre. Lorsque Cambyse retourna à Suse, portant le butin de l'Égypte et le silence des dieux écrasés, il ne trouva pas le triomphe qu'il attendait. La cour perse, autrefois révérencieuse à l'époque de son père, le rencontra désormais avec des yeux détournés, les lèvres serrées derrière des barbes de cérémonie. Des chuchotements résonnaient dans les couloirs de marbre sur son tempérament, sur les temples brûlés, et plus accablant encore, sur le taureau sacré qu'il avait profané. Mais Cambyse ne recula pas. Au lieu de cela, il choisit de redoubler de défis. Dans une cour déjà secouée par ses excès égyptiens, il annonça son intention d'épouser non pas une, mais deux de ses propres sœurs, Atossa et Roxane. Atossa, à l'esprit vif et politiquement astucieuse, avait longtemps exercé son influence au palais. Roxane, plus jeune et moins connue, ressemblait, disait-on, à leur mère, Cassandane. L'annonce brisa les coutumes de la noblesse perse, qui acceptait les mariages entre cousins au sein des lignées royales, mais reculait devant des unions qui violaient la sainteté des liens fraternels. Les mages, gardiens des rituels et de la loi, s'y opposèrent. Les nobles, longtemps liés par des serments et des tribus, se raidirent dans une protestation mal à l'aise. Mais Cambyse balaya la dissidence d'un décret, le roi et la loi. Hérodote, toujours avide de scandale, préserva l'histoire avec une délectation morbide, affirmant que Cambyse avait d'abord demandé aux juges royaux si un roi pouvait épouser sa sœur. S'étant entendu dire que c'était interdit, il demanda alors si le roi pouvait faire sa propre loi. Lorsqu'on lui répondit par l'affirmative, il promulgua promptement l'union, mais des murmures plus sombres suivirent. Derrière les portes closes et les tapisseries tirées, on chuchotait que Roxane n'était pas seulement sa sœur, mais peut être sa fille, née d'une liaison antérieure et non consignée durant sa jeunesse ou sa campagne d'Égypte. La chronologie était floue, les sources contradictoires. Personne n'osait le confirmer ouvertement, mais l'idée s'envenimait comme une blessure. Si c'était vrai, ce n'était pas seulement un scandale. C'était une souillure cosmique. Dans la cosmologie zoroastrienne, où l'ordre et la pureté étaient des principes centraux, une telle violation effondrait la hiérarchie des générations, mêlant les lignées en une parodie grotesque de la création divine. Certains pensaient que cela expliquait le comportement de plus en plus erratique de Cambyse, sa fascination pour les masques ancestraux, son obsession soudaine pour les rituels de pureté alors même qu'il en profanait le sens, ses éclats de rire suivis de jours de jeûne. La cour devint un lieu d'effroi. Même les plus proches du trône commencèrent à craindre non seulement l'homme, mais la malédiction qui semblait s'accrocher à lui. La présence de Roxane à la cour était rare. Sa voix absente des inscriptions. Son nom enveloppé dans un silence délibéré. Atossa, quant à elle, maintenait un équilibre prudent, présente, puissante, mais retenue, calculant peu, être déjà une voix au-delà du règne de son frère, époux. La frontière entre la rumeur et la réalité s'était estompée. La question n'était plus de savoir si Cambyse avait défié la loi, mais s'il s'était entièrement détaché de l'ordre humain. En épousant le sang de son propre sang, il avait déclaré la guerre non seulement aux dieux d'Égypte, mais à la structure même de la légitimité perse. Et ce faisant,
il avait franchi un point d'où aucune loi, aucun prêtre et aucun héritier ne pourrait le rappeler. Pour comprendre tout le poids de la transgression de Cambyse, il faut d'abord plonger dans le réseau complexe des lois de parenté achéménides, des rites ancestraux et du mécanisme silencieux de la continuité dynastique. La société perse, comme de nombreuses civilisations anciennes, tenait la lignée pour sacrer les lignées étaient organisées, préservées et alignées par des mariages stratégiques, mais toujours dans des limites marquées à la fois par la coutume et l'ordre cosmique. Les mariages entre cousins, même germains, étaient courants parmi la noblesse, un tissage nécessaire de loyauté et de sang. Pourtant, l'union de frères et sœurs, en particulier de frères et sœurs germains de descendance royale, était bien plus controversée. Dans la théologie zoroastrienne, telle qu'elle était comprise sous le règne de Cambyse, la pureté était primordiale, corporelle, morale, généalogique, alors que des dynasties ultérieures, notamment pendant la période sassanide, pratiqueraient ouvertement ce que l'on appela le voedoda. Le mariage entre proches parents justifié comme un acte sacré de préservation de l'essence royale, la cour achéménide de l'époque de Cambyse n'avait pas encore normalisé cette doctrine. Les mages, gardiens sacerdotaux des rituels et du feu, traitaient de telles unions avec une sévère prudence. Aucune inscription sur pierre, aucun registre administratif, aucun hymne de cour antérieur à Cambyse ne sanctifiait ouvertement le mariage entre frères et sœurs. C'est pourquoi ces actions frappèrent non seulement les normes sociales, mais aussi l'architecture spirituelle de l'Empire. Et pourtant, les sources historiques doivent être maniées comme des fruits vénéneux, étincelants, tentants, mais mortels, lorsqu'ils sont consommés sans discernement. Les récits des unions incestueuses de Cambyse proviennent presque exclusivement de chroniqueurs grecs, Hérodote, Ctésias, Plutarque. C'étaient des hommes écrivant de l'extérieur du compas moral de l'Empire, imprégnés de leurs propres tabous helléniques, où le mariage entre frères et sœurs était associé à la barbarie, à la tyrannie et à une démesure monstrueuse. Pour eux, l'image d'un roi perse couchant avec sa sœur sans parler de sa fille n'était pas seulement scandaleuse. C'était de l'or narratif, un symbole de la décadence aux confins du monde civilisé. Les actions de Cambyse représentaient-elles vraiment une rupture avec les normes perses ou étaient-elles exagérées, voire inventées, par des plumes hostiles aiguisées par l'arrogance culturelle et le ressentiment politique? La vérité se trouve peu être dans la pénombre entre l'histoire et la propagande. Mais ce qui ne peut être nié, c'est ceci. Qu'elle soit ancrée dans les faits ou la fiction, l'idée même que Cambyse a défié les limites de la parenté reflète quelque chose de réel, son isolement croissant, son mépris pour la retenue, sa dérive vers la divinisation. La royauté en Perse avait toujours flirté avec le divin, mais Cambyse commençait à le revendiquer sans détour. Si son père Cyrus avait été favorisé par les dieux, Cambyse serait lui-même divin au-delà de la loi, au-delà du tabou, au-delà du reproche. Et dans cette illusion, l'inceste devint non seulement un acte de désir, mais de domination, une conquête des limites, une déclaration que le roi pouvait refaire le monde à sa propre image, jusqu'aux entrailles de son propre sang. Que l'histoire le condamne pour ce qu'il a vraiment fait, ou pour ce dont on le croyait capable, le résultat fut le même. Sa cour devint silencieuse, ses nobles méfiants, son nom trempé dans une tache qu'aucune conquête ne pouvait laver. Cambyse n'avait pas simplement enfreint une règle, il avait inversé la logique sacrée de son empire. Et de cette inversion, la folie ne pouvait que s'approfondir. À l'intérieur des murs du palais de Suse, où l'or dégoulinait des colonnes, et où les eunuques se déplaçaient comme des ombres dans des salles parfumées, la cour autrefois puissante de Cambyse se mua en une ruche silencieuse et suffocante d'effroi. Le souffle même du palais avait changé. Là où jadis des musiciens jouaient et des philosophes débattaient du cosmos, il ne restait plus que le bruissement du papyrus et le pas feutré des gardes aux pieds nus. Les yeux détournés, les voix étouffées, les dos pressés contre la pierre, tous savaient que parler, c'était mourir, et que même être vu pouvait susciter la suspicion. Cambyse avait cessé d'être simplement craint. Il était devenu insondable, un souverain façonné par la paranoïa, consumé par les présages, son regard aussi perçant que vide. L'événement qui brisa le peu de confiance qui restait survint, comme tant d'horreurs, sous le couvert d'une prophétie.
Un rêve peut être, ou une vision transmise par un mage tremblant, un avertissement que Cambyse ne mourrait pas paisiblement, et qu'un homme nommé Bardiya prendrait sa place. Ce Bardiya n'était autre que son propre frère, parfois appelé Smerdis. Une figure populaire parmi l'armée et les provinces, un homme calme et compétent, dépourvu de l'intensité de son frère mais pas de sa lignée. La prophétie remua quelque chose d'ancien en Cambyse, une peur plus vieille que l'Empire, la peur d'être détrôné non par un ennemi mais par un parent. Et ainsi, comme le racontent les chroniqueurs avec une amère brièveté, Cambyse ordonna la mort de Bardiya en secret. Certains disent qu'il le convoqua dans les appartements intérieurs et porta lui-même le coup fatal. D'autres insistent sur le fait qu'une lame loyale fit le travail. Silencieusement, la nuit, sans procès, sans témoin, sans tombe. Interrogé, le roi affirma que Bardiya avait été envoyé pour des missions lointaines. Mais en privé, même ce mensonge s'effondra. Le meurtre ne mit pas fin à la prophétie, il l'accomplit. La cour, sentant le changement, serra les mâchoires. Des ministres disparurent. Les gardes changeaient chaque nuit. Les scribes qui avaient autrefois consigné les décrets royaux laissaient maintenant les marges vierges, incertains de ce qu'il était sûr d'écrire. Les mages, autrefois protecteurs du rituel, devinrent des pions et des prisonniers. Certains s'enfuirent, d'autres s'évanouirent. Les exécutions n'exigeaient plus de motifs. Un sourcil levé, une réponse balbutiée, une arrivée tardive à la cour, n'importe lequel de ces gestes pouvait convoquer la lance. La peur n'était plus accessoire, au pouvoir elle était le fondement du trône. Les nobles qui avaient juré leur vie à Cambyse au nom de l'Empire ne priaient plus que pour survivre à la journée. Et à l'extérieur de la cour, l'onde de terreur se propagea. Les satrapes resserrèrent leur contrôle. Les armées devinrent agitées. Les marchands colportaient des récits à l'est et à l'ouest. Que le roi des rois avait perdu la raison, qu'il avait tué son propre sang par pure suspicion, que la folie régnait là où la loi se tenait autrefois. Dans les couloirs du commandement, les chuchotements devinrent plus forts que les proclamations. Cambyse n'était plus simplement impie, il était fou. Sa couronne brillait encore. Mais en dessous, l'homme qui la portait était devenu tout autre chose. Un tyran hanté non par des ennemis, mais par les fantômes de sa propre création. La graine avait été plantée. Le fruit pourrirait l'empire de l'intérieur. Au milieu de l'atmosphère de répression de plus en plus épaisse à Suse, où les exécutions résonnaient dans les salles de pierre et où le silence avait remplacé la cérémonie, des rumeurs commencèrent à serpenter comme de la fumée à travers les confins de l'empire infâme, fantastique et pourtant impossible à ignorer. En Égypte, encore meurtri par son humiliation spirituelle et la mort du taureau Apis, le sacerdoce qui avait autrefois présidé au rythme divin du Nil et du cosmos se retrouvait désormais dépouillé de son pouvoir et de sa dignité. Et ainsi, depuis les cloîtres des temples en ruine et de l'orgueil déchu, ils ripostèrent non pas avec des épées mais avec des histoires. Ils chuchotaient qu'un roi perse, si déséquilibré, avait épousé non seulement sa sœur, mais sa propre fille. Ils peignaient des images de sang sacré souillé et d'utérus maudits par une semence contre nature. Ce n'étaient pas des accusations légales, c'étaient des condamnations rituelles. Cambyse n'avait pas simplement conquis l'Égypte, disait-il, il avait violé Maat elle-même. L'équilibre cosmique, par des actes si obscènes que même les dieux détournaient le regard. Ces histoires, autrefois confinées aux cercles feutrés égyptiens, commencèrent à voyager portées par des marchands, des exilés et des diplomates qui en voulaient au joug de la suprématie perse. Lorsqu'elles parvinrent aux oreilles des chroniqueurs grecs, en particulier Hérodote, elles trouvèrent un terrain fertile. Pour l'esprit grec, déjà imprégné de la mythologie de l'Ibris et du châtiment divin, Cambyse devint un archétype. Le tyran qui plaçait ses désirs au-dessus de tout ordre. Hérodote, dans ses « Histoires », recueillit ses récits non pas avec scepticisme, mais avec un flair théâtral. Il écrivit sur un roi qui poignarda le taureau Apis, se moqua des rites égyptiens, rit des prophéties, enterra des prêtres vivants, et, de manière la plus sensationnelle, épousa sa sœur et peut être sa fille au mépris flagrant de la coutume et de la nature. Il devint une figure de l'effondrement moral, un homme dont la convoitise sexuelle, politique, spirituelle, consumait tout ce qu'elle touchait. Il est incertain qu'Hérodote ait cru chaque mot,
mais ils comprenaient leur pouvoir. Les récits servaient non seulement de documents historiques, mais aussi d'instructions morales, un avertissement terrible à tout homme qui se croyait au-dessus des lois. Et pourtant, au cœur de la Perse, Cambyse ne confirma ni ne nia les histoires. Son silence attisa le feu. Si la fille épouse existait, elle était gardée cachée, non mentionnée dans les reliefs, sans nom dans les archives. Son corps peut être enseveli dans la honte ou la survie. L'absence même de preuves devint une sorte de preuve. Dans une cour régie par la terreur, où les regards ne se croisaient pas et où les vérités se tordaient en cendres, qui pouvait dire ce qui était réel? La persistance de la rumeur révélait plus que n'importe quelle inscription. Elle révélait un roi dont la folie était maintenant si absolue, si corrosive, que même l'allégation la plus grotesque pouvait être crue sans protestation. Cambyse avait franchi le dernier seuil, non plus simplement craint, mais impur. Non seulement un roi devenu fou, mais un homme qui avait entraîné sa propre lignée avec lui dans l'abîme. Entre les mains des prêtres égyptiens et des historiens grecs, il n'était plus un souverain d'empire, il était le monstre au centre d'une apocalypse morale. Pour saisir le portrait de Cambyse tel qu'il survit dans l'histoire, il faut passer par les yeux d'Hérodote, le père de l'histoire grecque, mais aussi son plus habile mythographe. Écrivant près d'un siècle après la mort de Cambyse, Hérodote a tissé le récit du roi perse non pas comme une chronique stérile de dates et de décrets, mais comme une tapisserie vivante de spectacles édifiants où l'hybris mène à la ruine et l'impiété corrode les empires de l'intérieur. Cambyse, entre ses mains, est devenu l'incarnation de la folie royale. Le roi qui se moquait des dieux, souillait sa lignée et noyait sa propre cour dans la paranoïa. Pourtant, lorsqu'on examine les sources d'Hérodote, des questions émergent comme des fissures dans une statue longtemps considérée comme intacte. Ces informations ne provenaient pas du cœur de la Perse, mais en grande partie d'Égypte, une terre ravagée par les armées de Cambyse et humiliée par ses profanations. Les prêtres égyptiens, dépouillés de leur pouvoir et de la richesse de leur temple, voyaient probablement en leur interlocuteur grec un instrument de vengeance. Ils lui ont donné des histoires saturées d'horreurs sacrées, le meurtre du taureau Apis, les unions incestueuses, les prétentions divines du roi tournées en dérision par une inversion rituelle. Ces récits, passés par le filtre de la langue, du traumatisme et du fossé culturel, sont devenus plus que des rapports, ils sont devenus une vengeance. Hérodote, bien que parfois sceptique, a absorbé ces histoires avec un instinct de conteur, les intégrant parfaitement dans son récit plus large du déclin perse. Pour lui, Cambyse n'était pas une anomalie mais un symptôme, un homme dont les péchés préfiguraient l'hybris de Xerxès et la chute finale de la Perse aux mains de la Grèce. Mais Cambyse était-il vraiment fou? Ou la folie était-elle un terme appliqué rétrospectivement par des ennemis et des exilés pour expliquer un comportement qui, bien que brutal, était politiquement calculé? L'exécution de Bardiya, la répression de la dissidence, même le symbolisme brutal de la mort du taureau Apis, chacun de ces actes peut être interprété non pas comme de la folie, mais comme la logique impitoyable de l'Empire face à la rébellion spirituelle et à la fracture interne. La folie, dans ce contexte, devient un outil, un cadre moral imposé par ceux qui cherchent à façonner la mémoire du passé. Il est plus facile de condamner un tyran que d'affronter la vérité de la cruauté impériale en tant que système. Cambyse, dépouillé de toute nuance, devient une parabole et non une personne. Et pourtant, l'effet de ces récits est indéniable. Le nom de Cambyse n'évoque ni loi ni traité, il évoque le sang, l'inceste, le feu et la moquerie divine. Le monde grec, léchant encore ses plaies des invasions perses, avait beaucoup à gagner à dépeindre son rival oriental en termes monstrueux, et Hérodote, consciemment ou non, est devenu l'architecte de cette image. Dans ses pages, Cambyse n'est pas un simple souverain, il est l'esprit fiévreux de la tyrannie féchère. Les historiens modernes, fouillant les cendres de ces récits, se demandent maintenant qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui relevait du théâtre rhétorique, et quelle part de la légende de Cambyse est l'invention de ceux qui l'a conquis. Pourtant, au moment où de telles questions sont posées, l'image est déjà figée. Hérodote a parlé, le monde y croit. Et Cambyse, quelle que soit la vérité, reste enseveli dans une réputation non pas gravée dans la pierre, mais écrite dans la peur. L'inceste, dans le domaine de la propagande royale, est bien plus qu'un simple murmure scandaleux, c'est un symbole chargé des significations les plus graves, une métaphore qui parle du tissu même du temps,
du pouvoir et de l'ordre cosmique se défaisant sous les yeux du monde. Épouser sa propre fille, ce n'est pas simplement briser un tabou de la chair, mais effondrer la hiérarchie sacrée qui régit la succession générationnelle et le renouveau social. C'est un acte qui suggère le passé consumant l'avenir, le père dévorant la promesse de sa propre lignée, et ce faisant, annonçant l'extinction de l'espoir dynastique. Dans le cas de Cambyse, qu'il ait véritablement épousé sa fille ou non devient presque sans importance. Le récit lui-même, propagé par les prêtres égyptiens, les chroniqueurs grecs, et chuchoté dans les couloirs craintifs de la Perse, fonctionne comme un chiffre mythique pour la descente du roi dans la folie et l'impiété. L'inceste transcende ici le personnel pour entrer dans le domaine politique et spirituel. Il devient une parabole de l'autocannibalisme impérial, où les frontières entre gouvernants et gouvernés, sacrés et profanes, sont délibérément oblitérées. Ce récit dépeint Cambyse non seulement comme un homme qui a perdu le contrôle de ses désirs, mais comme un souverain qui a coupé le fil temporel, le reliant à son peuple et aux dieux. La fille, épouse, réelle ou imaginaire, symbolise un monde renversé, où la lignée est déformée et l'ordre naturel moqué. C'est un avertissement écrit en lettres de feu, la manière pour une civilisation de dire que lorsque les rois abandonnent les lois qui les lient à leurs ancêtres et à leurs descendants, ils se condamnent à une ruine éternelle. De plus, ce symbole résonnait profondément au sein de la cosmologie perse et plus largement proche-orientale, qui mettait l'accent sur le renouveau cyclique et le maintien de l'achat, le principe de vérité, d'ordre et de justice. Violer cet ordre par l'inceste, c'était inviter le chaos, ouvrir les portes au druge, le mensonge et la destruction. Ainsi, l'accusation d'inceste résumait non seulement la dépravation personnelle, mais aussi une catastrophe cosmique. L'affirmation devint une puissante arme rhétorique brandie par les ennemis de Cambyse comme par ses successeurs, un miroir sombre reflétant les excès brutaux et les échecs spirituels de son règne. De cette manière, l'histoire de la fille, épouse a évolué au-delà de l'histoire pour devenir une allégorie. L'horreur intime de l'inceste incarnait l'horreur politique d'un roi qui avait perdu toute mesure, dont le règne se consumait dans un vortex de paranoïa, de sacrilège et d'autodestruction. C'est une image qui perdure non pas parce qu'elle est un fait avéré, mais parce qu'elle exprime si parfaitement le cauchemar d'un empire défait de l'intérieur. Le récit de Cambyse se perpétue ainsi comme un avertissement à travers les millénaires sur la façon dont le pouvoir absolu, détaché de la tradition et de la morale, peut dévorer son propre avenir, ne laissant derrière lui que l'ombre et la ruine. Alors que Cambyse s'attardait loin du cœur de son empire, absorbé par les campagnes de Syrie et distant des murmures qui grondaient à Suse, une tempête se préparait silencieusement, une tempête qui allait briser les fils fragiles, qui maintenaient ensemble le vaste royaume achéménide. La nouvelle se propagea par des courriers et des secrets chuchotés. Un homme, se réclamant du nom de Bardia, le propre frère de Cambyse que l'on croyait mort depuis longtemps, s'était soulevé dans la capitale, s'emparant audacieusement du trône et du titre de roi des rois. Pour beaucoup, ce Bardia était une lueur d'espoir, l'héritier légitime revenu pour restaurer l'ordre après des années de terreur et de chaos. Pourtant, sous ce vernis optimiste, des soupçons plus sombres couvaient. Certains insistaient sur le fait que ce Bardia n'était pas du tout un frère, mais un imposteur, un mage rusé nommé Gomata, exploitant le vide politique et le désespoir du peuple en quête de stabilité. Cette supercherie, si elle était avérée, était magistrale, un magicien maniant l'illusion pour s'emparer de la couronne. Cambyse, éloigné par la distance et être aveuglé par l'arrogance ou la folie, peinait à comprendre la trahison. Son emprise sur le pouvoir s'affaiblissait à mesure que les nobles, les satrapes et les commandants militaires, désabusés et effrayés par ses caprices, commençaient à remettre en question leur allégeance. L'administration se fractura. La loyauté n'était plus donnée gratuitement mais négociée et retenue comme une précieuse monnaie. Les murmures du vrai roi se répandirent comme une traînée de poudre sur les marchés et dans les palais, un chœur défiant le règne de Cambyse. Les gouverneurs des provinces orientales jouaient la prudence, certains prêtant allégeance à l'usurpateur, d'autres attendant que le vent tourne. L'immensité de l'empire, autrefois sa force, devenait désormais un handicap, les communications étaient lentes, les ordres ignorés, et la rébellion menaçait à chaque frontière. L'absence de Cambyse était une blessure dans le corps politique, saignant l'autorité et semant la méfiance. Chaque jour qui passait sans son retour décisif,
les coutures de l'Empire commençaient à se défaire. Ce qui avait été un royaume d'ordre divin risquait de s'effondrer dans un chaos de factions. L'homme qui avait conquis l'Égypte et défié les dieux faisait maintenant face à un ennemi non pas d'épée ou de chars, mais d'ombre et de doute. En Syrie, Cambyse se préparait à rentrer, mais l'empire dont il avait hérité et qu'il s'était battu pour étendre n'était plus sous son commandement. L'ascension de l'usurpateur n'était pas seulement un coup d'État politique, c'était le symptôme d'un roi en pleine décomposition, d'une dynastie qui s'effilochait en son cœur. Le décor était planté pour l'acte final du règne tumultueux de Cambyse, où les lignes entre loyauté et traîtrise, vérité et mensonge s'estomperaient jusqu'à devenir méconnaissables, et où le destin de la Perse elle-même serait en jeu. La marche de Cambyse vers son pays ne fut pas le retour triomphal d'un conquérant réclamant son trône légitime, mais un voyage assombri par les présages et le déclin. Accablé par le poids de la rébellion, la fracture de l'Empire et les rumeurs, selon lesquelles le fantôme de son frère ou un imposteur s'était emparé de sa couronne, Cambyse traversa des paysages hostiles, l'esprit agité et le corps las. Puis, au milieu des terres accidentées de Syrie, le destin porta son coup le plus cruel. Les récits diffèrent, mais un moment de malheur tragique est presque universellement accepté. Cambyse subit une grave blessure à la cuisse, infligée, dit-on, par une flèche égarée d'un de ses propres hommes ou peut être un accident de chasse, bien que des sources ultérieures suggèrent des possibilités plus sombres. La blessure s'infecta. Hérodote, avec son mélange caractéristique de fioritures narratives et de détails sombres, décrit la plaie devenant gangreneuse, la chair noircissant, le poison s'infiltrant dans des veines autrefois fortes de sang royal. D'autres traditions murmurent que le roi, consumé par le désespoir et la folie, se suicida, incapable de supporter le poids de ses échecs et de la désintégration de l'Empire. Quelle que soit la vérité, la mort de Cambyse fut marquée non par la gloire, mais par le silence. Il n'y eut pas de grandes funérailles, pas de dernier commandement à des armées loyales. Au lieu de cela, son corps fut laissé à pourrir dans l'obscurité, loin des salles de marbre et des palais ensoleillés qu'il avait autrefois gouvernés. Sa mort symbolisait l'effondrement tragique d'un règne qui avait commencé par des promesses et s'était terminé en ruine. Loin de l'adulation des foules et des feux de la victoire, Cambyse passa dans l'ombre un roi défait par ses propres ambitions, hanté par les fantômes des dieux et des hommes. Son empire, vaste mais fragile, attendait la prochaine main pour saisir son sceptre fracturé, mais le souvenir de son souverain fou persisterait, une sombre légende murmurée à travers les générations. Dans la lumière déclinante de sa vie, la ligne entre la justice et le destin s'estompa, ne laissant que la question lancinante de savoir comment un fils de Dieu avait pu tomber si complètement dans les ténèbres. Dans le vide laissé par la mort soudaine de Cambyse, la cour achéménide devint un creuset de chaos et d'ambition désespérée. L'usurpateur, le mage Gomata, qu'il soit véritablement le frère Bardia, ou un imposteur, s'empara du pouvoir avec une force qui surprit tant les nobles que le peuple. Mais son règne fut de courte durée. En quelques semaines, une coalition de 7 nobles Perses, chacun descendant de familles puissantes, orchestra un coup d'État qui allait à jamais modifier la trajectoire de l'Empire. Leur chef, Darius, un lointain cousin de Cambyse et un habile homme d'État, sortit de l'ombre pour revendiquer le trône. Darius comprit que pour asseoir sa légitimité, l'épée ne suffisait pas. Il fallait contrôler le récit de l'Empire. À cette fin, il entreprit de façonner une nouvelle narration qui laverait les taches de sang du passé et unirait les nobles querelleurs sous sa bannière. Cambyse, autrefois crainte et vénéré, fut redéfini dans les annales du pouvoir non pas comme un puissant conquérant, mais comme un fou, déséquilibré et dangereux. Ce portrait servait un double objectif. Il absolvait Darius de toute complicité dans le chaos de l'Empire, et il offrait une fable édifiante sur les périls de l'ambition débridée. Fait notable, les accusations les plus sordides, comme le mariage avec sa propre fille, furent discrètement retirées du discours officiel, jugées trop scandaleuses ou impossibles à prouver pour être maintenues. À la place, l'accent fut mis fermement sur la folie de Cambyse, sa cruauté, son impiété, sa descente dans le chaos. Ce récit, approuvé et propagé par les scribes royaux et les prêtres fidèles à Darius, prit racine et prospéra, devenant la vérité acceptée pour les siècles à venir. Ce fut un coup de maître d'historiographie politique.
En qualifiant Cambyse de fou, Darius légitimait son propre règne comme une restauration de l'ordre et de la faveur divine. Sous son règne, les temples furent reconstruits, les rituels restaurés et l'empire stabilisé. Pourtant, sous la surface, le spectre des excès et de la folie de Cambyse persistait, un avertissement éternel gravé dans la mémoire collective de l'Empire. L'histoire de la fille, épouse, bien que reléguée au rang de rumeur, continuait de résonner dans l'ombre, un fantôme du passé qu'aucun registre officiel n'osait nommer, mais qu'aucun sujet ne pouvait entièrement oublier. Dans ce délicat équilibre de pouvoir et de mythe, Darius s'assura non seulement un trône, mais un héritage et garantit que le récit de Cambyse perdurerait, à jamais entrelacé avec la folie, le sacrilège et le coup tragique du pouvoir sans contrôle. Atossa, fille de Cyrus le Grand et sœur de Cambyse, est l'une des figures les plus énigmatiques de l'imbroglio dynastique achéménide. Prétendument mariée à Cambyse durant son règne controversé, elle devint plus tard l'épouse de Darius, le roi qui restaura l'ordre dans l'Empire et engendra Xerxès, l'un des souverains les plus célèbres de Perse. Cette remarquable survie politique, passée du statut d'épouse d'un homme qualifié de fou et d'impie à celui de reine-mère d'une dynastie stable, soulève des questions troublantes sur l'exactitude, l'intention derrière les allégations d'inceste. Si Atossa avait en effet été mariée à son frère, ou même si elle était sa fille, comment aurait-elle pu conserver une position aussi puissante et respectée par la suite? La société perse, profondément attachée à la pureté rituelle et au décorum royal, n'aurait guère toléré qu'une figure si entachée par le scandale accède sans contestation au cœur de la famille impériale. Certains historiens suggèrent que le mariage d'Atossa avec Cambyse était une fabrication ou une exagération ultérieure, un élément de propagande politique destiné à souiller l'héritage de Cambyse et à légitimer le règne subséquent de Darius. D'autres soutiennent que le mariage entre frères et sœurs, bien que controversé, était une réalité pour la royauté perse, et que la survie d'Atossa témoignait de sa propre finesse et adaptabilité politique. Quoi qu'il en soit, la proéminence d'Atossa complique le récit de l'inceste, elle brouille la ligne entre le fait historique et la mythification dynastique. En tant que mère de Xerxès, elle exerça une influence sur la politique, la religion et la culture perse, incarnant la continuité de l'autorité impériale. Sa vie se dresse comme une contradiction vivante au récit sordide qui cherchait à définir le règne de son frère, époux, une femme à la fois impliquée dans le scandale et centrale dans la grandeur future de la Perse. Ainsi, Atossa devient plus qu'une simple note de bas de page. Elle est un symbole de résilience au milieu du chaos et un rappel que l'histoire est souvent écrite dans les nuances de la commodité politique et du pouvoir durable. L'histoire est rarement un simple registre de faits. C'est un champ de bataille où la vérité et la calomnie s'affrontent sous le poids du pouvoir et de la mémoire. Cambyse II, figure imposante de la conquête et de la ruine, occupe cet espace incertain, à la fois un souverain impitoyable, dont l'ambition a remodelé les empires, et une énigme obscure dont l'héritage a été sculpté par ses ennemis et ses successeurs. Son règne fut marqué par une cruauté indéniable. La profanation de temples sacrés, le meurtre présumé de parents, la paranoïa qui transforma la cour en une prison de peur. Pourtant, au milieu de ces sombres certitudes subsiste une profonde ambiguïté, notamment autour de l'affirmation la plus sensationnelle de toute qu'il aurait épousé sa propre fille. Cette accusation, glaçante dans ses implications, exige un examen qui dépasse la surface des textes anciens. Qui avait intérêt à un tel récit? Les prêtres égyptiens, délogés et humiliés, maniaient les histoires comme des armes pour reconquérir leur autorité spirituelle perdue. Les historiens grecs, observant de loin, peignaient la Perse sous des traits monstrueux, leurs propres préjugés culturels faisant de Cambyse l'archétype du despotisme oriental. Et puis vint Darius, dont le récit aseptisé de l'histoire condamnait et obscurcissait à la fois le passé, forgeant un héritage qui justifiait son propre règne. L'histoire de la fille, épousée peu, être un spectre né de ses agendas convergents, un mythe conçu pour choquer et avertir, pour expliquer un règne chaotique par le langage du tabou. Pourtant, même si l'affirmation manque de preuves solides, sa persistance révèle des vérités plus profondes sur le règne de Cambyse. Un règne où les frontières entre la loi et le désir, la raison et la folie, la faveur divine et le sacrilège devinrent périlleusement flous. En se débattant avec ces strates, nous nous confrontons non seulement à l'homme,
mais aussi aux mécanismes de l'histoire elle-même, comment le pouvoir manipule la mémoire, comment les mythes sont construits pour servir les besoins du présent, et comment la ligne entre fait et fiction se perd souvent dans les ombres de l'ambition et de la vengeance. Cambyse n'est donc pas simplement une figure de l'histoire, mais un symbole de la danse précaire entre la vérité et le récit, un rappel que l'histoire est souvent moins une question de ce qui s'est passé que de qui raconte l'histoire et dans quel but. Lorsque la poussière retombe sur les empires perdus et les rois morts depuis longtemps, l'histoire refuse souvent le réconfort de la certitude, offrant à la place des énigmes enveloppées d'ombre. L'histoire de Cambyse, le roi perse accusé d'inceste, de folie et de sacrilège, ne se termine pas par un verdict définitif, mais par une question lancinante. Lorsque le pouvoir défie le sacré, qui tient la plume qui écrit sa punition, Cambyse était-il vraiment l'homme qui osa épouser sa propre fille? Ou est-ce un sombre mythe tissé par des prêtres, des ennemis et des successeurs désespérés de souiller sa mémoire? La réponse pourrait nous échapper à jamais, perdue dans les ruines du temps et enchevêtrée dans les motivations de ceux qui ont raconté l'histoire. Pourtant, la persistance du mythe révèle une vérité humaine plus profonde. Un besoin collectif de voir l'excès puni, de croire que la folie est un héritage et que les rois aussi puissants soient-ils sont finalement défaits par leur propre sang. Dans cette légende tenace, Cambyse sert à la fois d'avertissement et de chiffre, un reflet des dangers qui guettent lorsque l'ambition mortelle cherche à transcender les limites mortelles. Et ainsi, l'histoire perdure, résonnant à travers les millénaires, nous demandant non pas des réponses, mais une réflexion sur la ligne fragile entre le pouvoir et la ruine, et sur qui, en fin de compte, décide du sort des deux.